Alors, bonjour et bienvenue au 5e webinaire de la série Parlons d'éducation à l'initiative du Conseil de diplômés de la Faculté des sciences de l'éducation en collaboration avec le Bureau des diplômés. Je me présente, Martin Duquette, directeur général adjoint au Centre de services scolaires de la Pointe-de-l'Île. Je serai votre animateur pour le webinaire d'aujourd'hui. Alors, ayant pour titre notre webinaire aujourd'hui, Éducation relative à l'environnement. Avant de vous présenter notre invité, je rappelle aux participants et participantes que vous avez l'occasion de poser des questions ou commentaires par le biais du clavardage. Nous prendrons évidemment quelques minutes au cours de l'entretien pour répondre aux différentes questions et commentaires. Alors, c'est avec plaisir aujourd'hui que j'accueille Madame Lucie Sauvé, professeure associée au département de didactique de l'UQAM. Elle a fondé et dirigé le Centre de recherche en éducation et formation relative à l'environnement et à l'éco-citoyenneté, dont elle est maintenant membre du comité de direction à titre de chercheur émérite. Alors, bonjour et bienvenue, Madame Sauvé. Bonjour. Nous discuterons notamment d'éducation relative à l'environnement. Et pour débuter, dans le fond, j'enchaînerai tout de suite avec une première question. Là, pour être certain que tout le monde, on se comprend bien. Alors, pourquoi devrait-on s'intéresser à l'éducation relative à l'environnement dans le contexte actuel de la société? Oh, mais c'est une très bonne et gigantesque question. Il y a plusieurs raisons. Hein. D'abord, on pourrait préciser que l'éducation relative à l'environnement s'intéresse, oui, à l'environnement, mais aussi, surtout, au rapport des personnes et de leur groupe social d'appartenance à l'environnement. Alors, les trois principales raisons pour s'intéresser à cet objet-là, qui est un objet de relation entre nous et l'environnement, ben, en fait, ces trois raisons-là correspondent à trois perspectives selon lesquelles on peut aborder l'éducation à l'environnement. Il y a d'abord une perspective environnementale qui va s'intéresser à la qualité de l'environnement, la qualité de vie des personnes en relation avec leur environnement. Une deuxième perspective, davantage psychosociale, qui va s'intéresser là à la qualité d'être des personnes et des groupes sociaux en relation avec leur environnement. Puis on verra aussi qu'il y a une perspective pédagogique qui va s'intéresser, elle, à la qualité des processus d'enseignement et d'apprentissage. Alors, si je reviens à la première perspective, effectivement, la problématique à laquelle on s'intéresse, ben, c'est la dégradation des conditions, des systèmes de support à la vie actuellement. Hein. Si on pense au changement climatique, à la perte de la biodiversité, on se rend compte aussi que ces questions-là sont d'ordre socio-écologique parce que en fait, ce qu'on observe comme détérioration de la qualité des milieux a pour origine finalement nos modes de développement, hein, nos modes de production, de consommation. Donc, par exemple, en retour, les problématiques environnementales ont des répercussions sur la qualité de vie des populations. Par exemple, les changements climatiques ont pour origine, bien sûr, les modes de développement, mais ont un impact énorme sur les populations qui vivent les inondations, les sécheresses, la perte de leurs récoltes, les migrations, etc. Donc, on va parler de problématiques socio-écologiques. Et puis, l'éducation à l'environnement va avoir pour mission, dans le fond, de nous informer de ces questions-là, mais mieux encore, de nous outiller pour faire partie de la solution, pour résoudre les problèmes, aménager mieux nos milieux, développer des projets. Maintenant, dans la perspective psychosociale, là, la question, c'est pas tant, mais quelle terre laisserons-nous à nos enfants? Mais là, on va s'intéresser, mais quels enfants laisserons-nous à cette terre-là? Et là, la problématique, ben, c'est la problématique de la rupture entre les humains et la nature,
et qui est lié aux ruptures entre les humains, entre eux, bien entendu, c'est les mêmes valeurs, là, à la base des problématiques sociales et environnementales. Alors, on va s'intéresser aux problématiques psychosociales contemporaines, la perte de signification, par exemple. On va s'intéresser beaucoup à l'éco-citoyenneté. Et puis, on va travailler, dans le fond, à reconstruire cette signification de notre être au monde, travailler à la construction de notre identité de terrien, hein, identité écologique, et puis nos compétences éthiques, politiques. Alors voilà. Et puis dans la troisième perspective qui est pédagogique, ben là, on va constater que le problème, c'est peut-être que nos systèmes d'éducation actuels manquent de pertinence, manquent d'ancrage dans la réalité. Alors, on va valoriser tout le gisement de la pédagogie, de l'éducation à l'environnement, les approches, les stratégies très dynamiques, dont on a montré d'ailleurs qu'elles contribuent à la réussite éducative, à améliorer la réussite éducative. Alors, on va travailler là, les modes d'enseignement et d'apprentissage pour ancrer l'apprentissage justement dans les réalités du milieu de vie. Et voilà, donc 3 bonnes raisons. Oui, absolument. C'est 3 excellentes raisons. Évidemment, au cours de l'entretien, on va revenir assurément sur certaines dimensions dans lesquelles on va tenter aussi d'amener des petits exemples très concrets là, de ce qui peut se vivre. Maintenant, je l'ai dit un petit peu d'entrée de jeu, je trouvais ça important qu'on se dise, mais qu'est-ce qu'on entend juste par environnement? Le mot environnement, c'est utilisé à toutes sortes de sauces. On l'utilise un peu partout. Peut-être qu'on l'utilise de façon inadéquate à certains moments. Je pense que c'est important, en fait, pour nous aujourd'hui, là, peut-être d'avoir une définition assez précise, assez claire de environnement. Oh là là, qu'est-ce qu'on entend par environnement? Oui. D'ailleurs, c'est un peu la question qu'on se pose quand on vient pour illustrer un ouvrage portant sur l'environnement. On se dit, quelle image est-ce qu'on va mettre sur la page couverture? C'est pas facile de cerner ce qu'est l'environnement. Moi, je m'intéresse beaucoup aux représentations de l'environnement. Par exemple, j'aime bien poser la question, mais quelle image vous vient en tête? Quel mot-clé vous vient en tête quand vous pensez à environnement? Puis là, c'est là qu'on voit se déployer un beau spectre de représentation. On a, par exemple, bien sûr, souvent l'environnement nature, hein? Donc toute la trame de vie. Puis nature, encore là, ça se déploie de différentes façons. Il y en a pour qui la nature, c'est une cathédrale, un musée, c'est un centre de loisirs ou c'est un laboratoire. Donc, c'est la nature. Pour d'autres, ben, c'est les ressources. Tout ce dont on a besoin pour survivre. C'est l'environnement du développement durable, par exemple. Alors, pour d'autres, ben, c'est l'environnement problème, puis on constate effectivement que la crise contemporaine est vraiment fort inquiétante, alors, et qui se manifeste autant au local qu'au global. Alors, pour d'autres, ben, c'est l'environnement système. Hein? On va étudier l'environnement comme si c'est l'environnement des écologues, en fait. L'environnement milieu de vie, ben, celui de la classe, de l'école, du quartier, de l'usine, du milieu de travail, l'environnement milieu de vie. Pour d'autres, ben, c'est l'environnement paysage. Paysage, c'est l'environnement des géographes. Hein? Alors, et il y a de très belles lectures de paysages à faire dans nos milieux. Pour d'autres, c'est l'environnement territoire. Pour les Autochtones, on voit beaucoup cette représentation-là. Ça peut être l'environnement biosphère aussi, hein? L'ensemble, cette planète, hein, c'est cette planète bleue, c'est le lieu de solidarité internationale. Et puis pour d'autres, ben, l'environnement, c'est un projet. C'est pas tant un objet à étudier qu'un projet. On va le construire ensemble, cet environnement-là qui est le nôtre et dont on est responsable. Puis on a aussi
une représentation plus politique de l'environnement comme un bien commun, hein, comme le commun, et qui fait appel à une éco-citoyenneté. Alors, en fait, c'est très vaste, les champs des représentations de l'environnement. Puis on s'aperçoit que toute définition qu'on va vouloir apporter, ben, d'abord, elle va être socialement construite, elle va être culturellement déterminée. Alors, puis toute définition est un peu restrictive aussi à l'égard de ce qu'est l'environnement. Alors, ben voilà, c'est un beau chantier quand quand on entre dans une initiative d'éducation à l'environnement, mais pourquoi pas réfléchir à ben, de quoi on va parler finalement quand on parle d'environnement. Très intéressant. J'enchaîne avec une autre question. Dans le fond, bon, j'y vais. Quels sont les objectifs de l'éducation relative à l'environnement? Alors, c'est quoi les compétences qu'on souhaite développer, surtout dans un point de vue là, plus pédagogique de la chose, là, mais c'est quoi les compétences et ça serait quoi les objectifs là, je ne le vois pas tant comme un programme d'éducation relative à l'environnement, mais dans certaines discussions qu'on a pu avoir, c'est quelque chose qui englobe, on se parlait plus d'une trame transversale. Alors, ça serait quoi ces objectifs-là de cette transversalité liée à l'éducation à l'environnement? Oui, oui, ben on peut effectivement clarifier les objectifs et les situer dans une trame transversale. Mais je pense que c'est sûr qu'en éducation relative à l'environnement, on va s'intéresser à l'acquisition de savoir, hein, de connaissances, évidemment, sur cet objet-là, ou l'angle sous lequel on l'aborde. Puis il faut bien se dire que les questions, les réalités qu'on va aborder sont éminemment complexes. Donc, il vaut mieux apprendre ensemble, d'accord? Et humblement, en se disant qu'on va construire notre savoir au fur et à mesure aussi que les réalités évoluent. Donc, oui, on va acquérir un savoir. Bien sûr, mais aussi, on va développer des compétences. Et bien au-delà, en fait, de l'acquisition de comportement. Là, on va aller, c'est beaucoup plus fondamental que ça. Donc, on va développer une compétence critique. Et justement, on va développer une approche critique du savoir, justement, et des limites de ce savoir-là. Donc, poser des questions pertinentes, exiger des réponses appropriées également, et travailler ensemble à aller chercher les éléments d'information qu'il nous faut. Et ça c'est important de souligner parce que j'entends souvent, mais moi, je ne peux pas faire de l'éducation à l'environnement parce que je ne connais pas grand-chose là-dedans. Ben, dans le fond, tant mieux, tant pis. Si on adopte une attitude d'humilité, d'approche collégiale de l'apprentissage, de l'approche collaborative de l'apprentissage dans une perspective critique, ben c'est formidable parce que de toute façon, le savoir environnemental, il évolue. Le savoir d'hier, celui de demain, il se construit au fil des jours, bien souvent dans les médias aussi, là, au fil de l'actualité. Donc, oui, acquérir des savoirs, l'acquérir ensemble et dans une perspective critique. Et la perspective critique, elle se développe aussi au-delà du savoir. On va développer une perspective critique à l'égard de nos propres modes de vie. On va se poser la grande question du pourquoi. Les enfants sont bons dans le pourquoi. Hein? Donc, pourquoi? Et qui décide quoi? Au nom de qui? Pourquoi? Alors, on va développer des compétences éthiques aussi, hein? C'est-à-dire, on va clarifier notre système de valeurs. On ne prendra pas pour acquis des valeurs comme respect, responsabilité. Ça ne veut rien dire, ça, si on ne le met pas dans un système de valeurs. Alors, on va développer justement notre propre système de valeurs, puis on va regarder, on va essayer d'examiner les systèmes de valeurs ambiants. On va tenter justement, d'y porter aussi un regard critique. Alors, on va développer une compétence critique, être capable d'agir de façon cohérente au regard des valeurs qu'on annonce. On va développer une compétence politique. Alors, et politique, on y reviendra sans doute tout à l'heure, mais c'est la capacité de collaborer ensemble
justement à construire ce milieu de vie dans lequel que nous partageons. Donc, une compétence politique, des compétences en matière de créativité qu'on peut appeler compétences heuristiques. C'est-à-dire, oui, on va résoudre des problèmes, mais aussi on va être capable d'imaginer des solutions. On va être capable de construire ensemble ce monde que nous voulons. Donc, en fait, il y a un ensemble de compétences à développer en éducation à l'environnement. Et puis, ben, on l'a évoqué là, dans la question, c'est sûr que on peut penser qu'éventuellement, il y aura des moments du curriculum davantage consacrés à l'éducation relative à l'environnement où on travaillera ensemble à construire du savoir, on apprendra à résoudre des problèmes, on apprendra à développer ensemble des projets, etc. Donc, des moments, mais on se rend compte que déjà dans le programme actuel de formation de l'École québécoise, il y a des portes d'entrée fabuleuses. Hein, les trois visées de l'École québécoise, c'est-à-dire la construction d'une vision du monde et de nous dans le monde. L'éducation relative à l'environnement peut apporter une réflexion, mais fondamentale, sur ce monde et la signification aussi de notre être au monde. Et puis, ben, dans les visées de l'école, il y a la construction de l'identité. Hein? Ben, il y a plusieurs facettes à notre identité. Puis, il y a notre identité écologique aussi. Moi, vivant parmi le vivant, d'accord? Donc, il y a toute une dimension de nous, individus et collectivement, comme faisant partie d'une trame de vie. Alors, et puis, il y a aussi la troisième visée, c'est le développement de pouvoir agir. Et c'est fantastique, ça. Pouvoir agir en tant qu'éco-citoyen. D'abord, l'intégration de connaissances, d'habiletés, un savoir agir, mais un pouvoir agir aussi. Puis se rendre compte que oui, on a des espaces de liberté pour ce pouvoir agir. Et si on n'en a pas suffisamment, ben, justement, on peut étendre nos sphères de pouvoir agir. Je pense justement que je relisais récemment la déclaration des droits, la Déclaration internationale des droits de l'enfant. C'est fabuleux, là, ce droit de l'enfant à être entendu, à s'informer, à s'exprimer, le droit d'association, le droit de manifestation. Je pense que oui, ce pouvoir agir, là, il a vraiment, vraiment sa place dans tout, en éducation et à tous les ordres d'enseignement. Puis il y a les fameuses compétences transversales, puis les domaines généraux de formation, tu sais, puis il y a le domaine général éducation et consommation. Il ne faudrait pas enfermer trop là, dans consommation, éco-consommation. Alors, et puis le mettre en lien avec le domaine général sur la santé, les 5 habitudes de vie, le mettre en lien aussi avec le domaine général sur la citoyenneté, avec l'éducation aux médias. Donc oui, le potentiel de transversalité est fabuleux. Le problème, c'est qu'on n'a pas été formé à la transversalité. Donc, il n'y a pas de formation initiale et continue à cet effet. Alors, on ne se sent pas trop à l'aise. On ne se sent pas à l'aise parce que on ne l'a pas vécu, puis on ne l'a pas appris. Absolument. En même temps, dans votre réponse, je retrouve une série d'éléments qu'on retrouve dans le programme de formation de l'École québécoise, qui pour moi, il y a une pertinence dans cette transversalité-là de dire, ben, sous l'angle de l'éducation à l'environnement, on peut réussir à couvrir une multitude de développement de compétences qui vont servir à plusieurs matières et à plusieurs domaines généraux. Toujours, je le disais un peu tantôt, sous le couvert de la transversalité, ça vient teinter une orientation très claire à une prise de conscience, puis à
comment je dirais, les élèves peuvent prendre, en fait, ils seraient très gagnants de pouvoir vivre sous cette, en fait, ça leur permettrait d'assumer cette responsabilité-là face à l'environnement et aussi de prendre des décisions importantes et d'être très conscients dans quel monde ils évoluent. Alors, tout ça, pour moi, ça fait partie du programme de formation de l'École québécoise et ça devient très intéressant de donner cette teinte-là au niveau de l'éducation relative à l'environnement. Ah oui, et puis si on regarde même chacun des programmes disciplinaires, on en fait une relecture, puis on voit que dans tous les programmes, il y a il y a des interstices pour l'éducation relative à l'environnement, autant en univers social, sciences et technologies, les langues, mathématiques, en art, mais c'est fabuleux, hein, ce qu'on peut faire dans le domaine artistique. Et il me semble qu'il y a un beau projet là, dans votre commission scolaire. Ah oui, ben, il y en a plusieurs, puis je pourrais en parler longuement. En fait, il y a plusieurs projets qui visent justement à créer cette espèce de réciprocité entre les matières et l'intégration entre les différentes matières pour y donner un sens. Donc, je pourrais donner l'exemple de dire est-ce qu'un cours de sciences peut contribuer au cours d'art et vice-versa? Est-ce que le cours d'art peut contribuer au cours de sciences? Et c'est pas uniquement tous les intervenants d'une école qui peuvent y contribuer. Puis je peux donner comme exemple là, que dans différents secteurs, effectivement, là, il y a un projet qui me vient en tête qui est le projet qu'on appelle Corridor, qui a été chapeauté et c'est une initiative de l'arrondissement Montréal-Nord, je peux le dire, et avec toutes sortes de partenaires communautaires, différents partenaires communautaires, ainsi que les écoles du secteur où ils ont créé vraiment un corridor où plusieurs écoles qui se situent dans ce territoire-là ont eu des initiatives à prendre avec les organismes communautaires et ont développé différents projets. Et c'est même allé jusqu'à créer du mobilier urbain qui a été aménagé dans l'environnement des écoles pour vraiment, comment je dirais, aller chercher l'intérêt des gens et un sentiment de protection aussi du matériel qui est produit et tout ça parce que c'est fait par les élèves, pour les élèves et tout ça. Et ce que je peux vous dire, c'est que sur ce matériel-là, depuis quelques années, il n'y a aucun graffiti, il y a rien qui a été abîmé parce que c'est vraiment un secteur protégé. Ça appartient à la communauté et tout le monde vit dans cet environnement-là. Ça intègre aussi le secteur d'une maison de la culture et tout ça. Alors, tout ça, c'est vraiment interrelié, interdépendant. Et pour moi, en tout cas, ça, c'est une belle réussite. C'est un beau projet. On pourrait en parler très longuement, mais je vois beaucoup d'avantages à ce que les milieux scolaires, puis quand je dis milieu scolaire, pour moi, ça intègre l'équipe école avec la communauté, avec les parents, avec les élèves et tout ça, réfléchissent à comment cet aspect-là de l'éducation relative à l'environnement devient une espèce de, je le redis là, j'insiste là-dessus, mais devient le parapluie d'une transversalité où dans le fond, dans tout ce qu'on peut aborder, ben, on est capable de faire les liens. Et un enfant, tant au service de garde que dans sa classe, que la fin de semaine et tout ça, ben, peut vivre différents projets et c'est toujours une conscientisation là, à tous les jours, comment je prends conscience de la réalité de mon environnement puis de l'impact que je peux y avoir. Alors, tout ça, ben, c'est un long travail, mais c'est ensemble qu'on va y arriver, là, ça, c'est certain. Fait que je me permets ce petit commentaire-là. Non, mais c'est bon, mais je trouve que le mot environnement va avec le mot ensemble. Puis effectivement, c'est un projet d'équipe école, c'est un projet de communauté éducative et voire même d'une société éducative. Et en fait, il s'agit de se donner ensemble les moyens en fait, la structure formelle ne nous donne pas nécessairement a priori. Par exemple, la forme scolaire, des matières qui sont séparées les unes des autres et l'horaire également, donc, favorise pas, en particulier au secondaire,
l'interdisciplinarité et la transversalité. Alors, la transdisciplinarité et transversalité. Donc, je pense que il y a toute une inventivité là, pédagogique, didactique à mettre en œuvre, à stimuler pour un peu nous permettre d'échapper aux barrières de la forme scolaire qui est quand même un peu sclérosante. Dans les années 70, il y avait eu un effort de reconfiguration de cette forme scolaire-là. Mais comme il n'y avait pas eu de formation, ben finalement, ça n'a pas donné suite. Hein. Tout va avec la formation. Donc, la formation qu'on peut se donner aussi nous-mêmes à partir de nos expériences, de nos expertises. Puis, je pense qu'avec le projet Corridor, on voit que il y a effectivement des projets à valoriser. Il y a des projets fabuleux qui se vivent dans les milieux scolaires, avec une pédagogie novatrice, inspirante. Et je pense qu'il faut valoriser parce qu'elles sont des sources d'inspiration et tranquillement, la transformation de la culture scolaire ben, pourra se faire et pourrait être favorable à l'intégration d'une éducation à l'environnement parce que je voudrais insister sur cette idée-là. L'éducation à l'environnement ne devrait pas être vue comme un ajout, une petite couche qu'on met une fois de temps en temps. Moi, je vois l'éducation là, comme l'imbrication de 3 sphères d'interaction. Au centre, il y a le rapport à soi-même, apprendre à être, apprendre à apprendre, apprendre à entrer en relation. Alors, ensuite, il y a la sphère du rapport à l'autre humain. Donc, tout ce qui concerne la communication, l'interaction, la collaboration, l'éducation à la paix, aux droits humains, l'éducation interculturelle. Et puis, il y a la 3e sphère, qui est la grande oubliée, le tiers exclu des systèmes d'éducation, qui est le rapport au monde, le rapport au milieu de vie, au vivant. Les Grecs avaient l'idée de oikos pour écologique, là. Oikos, donc la maison, le rapport à la maison et cette maison de vie où nous sommes tous, nous les humains, mais aussi avec toutes les autres formes de vie. Donc, cette 3e sphère-là, qui est en étroite relation avec les 2 premières, elle a été la grande oubliée des systèmes d'éducation. Et par conséquent, on a longtemps offert une éducation qui était tronquée et on forme des êtres inachevés. Et donc, c'est important de tenir compte de cette 3e sphère d'interaction à la base du développement personnel et social. C'est pas un ajout, là, le jour de la Terre ou le mois de l'environnement. C'est une dimension essentielle de notre rapport au monde. Alors, je pense que ça va être important de l'envisager comme ça et c'est dans la transversalité, comme on se disait, que ça finit par s'intégrer au mieux. Oui, puis d'où l'importance, je me permets encore une fois ce petit commentaire personnel, mais d'où l'importance d'en faire un projet beaucoup plus large que la classe. En fait, pour moi, c'est un incontournable, du moins dans mon expérience, à chaque fois que ce type de projet-là a pu fonctionner, c'est parce qu'on a trouvé le moyen d'impliquer les organismes communautaires, d'impliquer tous les acteurs du milieu qui gravitent alentour de l'école. C'est vraiment là où on a eu du succès, que ce soit par le biais des écoquartiers et compagnie. Vous savez, des fois, ça peut paraître parfois banal comme projet. C'est pas obligé d'être des projets toujours très grandioses, mais des petits projets qui fonctionnent longtemps. Je pense aux potagers urbains qu'on a pu créer dans certaines écoles et qui ont mobilisé tant des parents que des bénévoles et tout ça, et que même pendant l'été, on vient entretenir ces petits jardins communautaires qu'on a créés sur le territoire des écoles. Ça devient c'est des petits exemples qui deviennent de grandes choses et qui influencent, là, à mon avis, là, qui ont un impact très positif sur la suite des choses. Ça va beaucoup plus loin que quand on pose la question, ben, qu'est-ce que tu fais pour l'environnement? Ah, je vide mon bac de recyclage, mais ça va beaucoup plus loin que ça. C'est vraiment la conscience citoyenne d'éco-responsabilité. C'est
c'est ce qu'on vise. Puis ça, ben, c'est pas l'affaire d'une personne ou l'affaire d'un cours qui est donné le jeudi après-midi pendant une heure. Non, c'est une culture, puis en fait, c'est une culture d'éco-citoyenneté, hein. L'éco-citoyenneté, c'est comme une citoyenneté plus, hein, une citoyenneté avancée, quoi. Autrefois, on disait 2.0. Alors, mais c'est ça, en fait, cité, hein, euh, chez les Grecs, ça se disait polis, donc à la racine du mot politique. Donc, la cité, c'est là où on se retrouve ensemble, euh, en fait, à s'occuper ensemble des choses qui nous concernent tous. Et le rapport à la maison de vie, au monde vivant, ben, ça nous concerne tous, effectivement. Donc, et l'éco-citoyenneté fait appel justement aux compétences critiques, éthiques, politiques. Donc, ça va bien au-delà de l'éco-civisme, de ramasser ses déchets, de bien recycler, etc. Ça va beaucoup plus loin que ça. Ça va jusqu'à la signification de ce qu'on vient faire ici ensemble, puis du projet qu'on peut se donner. Et puis, on peut penser que ça ne concerne pas les enfants. Mais non, les enfants, ils sont déjà les citoyens de leur monde. On dit souvent des enfants, c'est des futurs citoyens. Attendez les enfants, c'est pas maintenant, ça va être plus tard. La vraie vie s'en vient. C'est insoutenable pour des adolescents, ça, entre autres. Alors, c'est maintenant que ça se passe. Alors donc, en fait, il y a une auteure, il y a une auteure australienne, Bronwyn Hayward, que j'ai trouvée très inspirante. Elle dit, mais il ne s'agit pas d'enseigner les sciences politiques aux enfants, c'est pas ça, là. C'est de prendre conscience qu'on est ici à s'occuper ensemble de ce qui nous concerne tous, des décisions qui nous concernent. Alors, et elle dit ça, je trouvais ça fabuleux. Elle dit, il n'y a pas de plus beau cadeau qu'on peut faire à un enfant que de l'inviter à concevoir, à se mettre en projet où il va se rendre compte que des gens ordinaires, que lui-même, ses amis, son enseignante, ses parents, les gens du quartier, le marchand, le commerçant vont pouvoir se mettre ensemble et réaliser humblement quelque chose d'extraordinaire. Ils vont réaliser comment finalement, nous, des gens ordinaires, oui, on peut réaliser quelque chose d'extraordinaire. Peut-être pas d'extraordinaire en soi, mais d'extraordinaire pour nous. Alors, dans lequel on va développer la confiance qu'on peut effectivement transformer les choses. Alors, c'est un peu ça, l'éco-citoyenneté. Oui, très intéressant. On y a répondu ben, partiellement. On y a répondu un peu, mais dans le fond, est-ce que l'école, premièrement, est-ce que l'école, c'est le meilleur et le seul contexte d'éducation relative à l'environnement au sein de notre société? Ben, l'éducation relative à l'environnement, c'est un projet de société. Alors, justement, mais ça peut être un fabuleux projet d'école aussi. Alors, oui, l'école est un lieu privilégié parce qu'on y est tous. Hein. Les enfants vont à l'école et donc, et même dans les, en fait, dans la dynamique de l'école, de l'éducation à domicile également. Là. Donc, oui, l'école est un lieu privilégié, mais il y a beaucoup d'acteurs sociaux, de contextes où se vit l'éducation relative à l'environnement. Ce qu'on appelle l'éducation non formelle, hein, dans les parcs, les musées, les centres d'interprétation, à travers les médias, il y a de plus en plus de médias spécialisés, interactifs. Donc, il y a beaucoup d'endroits actuellement qui ont développé des expertises en éducation relative à l'environnement. Et justement, il y a une association au Québec qui s'appelle l'Association québécoise pour la promotion d'éducation relative à l'environnement qui tente de regrouper ces différents acteurs-là. Par exemple, l'organisation GEP qui travaille dans les parcs urbains avec les écoles, les Amis de la montagne sur le Mont-Royal qui ont des fabuleux projets environnement jeunesse. Mais écoutez, je suis gênée d'en nommer parce que je crains d'en oublier. Oui, c'est ça. Alors, dans le site de notre centre de recherche, on a effectivement là, un espace ressources où on tente de présenter ces organisations-là. Alors oui, et c'est important de travailler en partenariat.
D'abord parce que dans ces organisations-là, il y a une tradition de longue date. Malgré le manque de ressources et de support, il y a une expertise et on a tout à gagner, pas seulement à amener nos groupes dans ces milieux-là, comme Espace pour la vie, qui a des programmes fabuleux d'éducation pour tous les groupes d'âge. Donc, on peut amener, bien sûr, trouver d'autres terrains, d'autres lieux, contextes d'apprentissage, mais aussi ces organisations peuvent venir à l'école. Et le fait que l'enseignant travaille avec l'organisation, ben, il y a comme une co-formation qui se fait aussi là-dedans. L'enseignant apprend aussi, d'accord? Bon, donc oui, favoriser l'interaction entre les différents acteurs de la société éducative. Puis il y a bien entendu tous les mouvements sociaux. C'est fantastique les mouvements sociaux qui se sont déployés au Québec contre l'invasion barbare d'industries extractives. Alors, et puis dans les mouvements sociaux, c'est un peu comme ça que ça se passe. Au départ, on se retrouve autour d'une table de cuisine parce qu'il y a quelque chose qui se passe chez nous dans la région. On n'a pas trop compris, on sait pas, on n'a pas toute la connaissance qu'il faut, mais on se met ensemble puis on l'apprend, on le développe ce savoir-là, on développe les compétences critiques, on pose des questions, on exige les réponses, on développe les compétences politiques qu'il faut. Donc, il y a tout un apprentissage informel aussi qui se passe là-dedans. Puis je pense qu'il y aurait lieu à l'école de regarder un peu comment on apprend dans les mouvements sociaux parce que très courageusement et très humblement, il se construit du savoir aussi. Alors, donc, oui, les milieux formels, non formels, informels. Oui, puis je me permets d'ajouter, encore une fois, aujourd'hui, je me permets plein de choses. Je me permets d'ajouter que quand je regarde les sujets abordés par nos conseils étudiants, tant au primaire qu'au secondaire, particulièrement au secondaire, l'enjeu numéro un qui est nommé partout et les actions que les conseils étudiants prennent, c'est vraiment en lien avec l'environnement. Alors, c'est vraiment, je trouve ça important de dire qu'on a une génération qui nous pousse, je vais dire comme ça, là, nous les vieux, à ne pas rester sur un statu quo et à agir. Là. Alors, c'est vraiment intéressant ce qui se produit là. Puis, moi, le premier, à tous les jours que je peux côtoyer ces jeunes-là, ben, j'en apprends énormément. Puis, ça influence nos façons de faire et ça influence aussi les décisions qu'on a à prendre. Alors, c'est pas négligeable là, quand on dit l'apport de tous. Oui. On a vu tous les mouvements de jeunes émerger, en particulier l'année dernière. Malheureusement, la pandémie est venue stopper un peu ça. Mais en fait, tous les mouvements là, du secondaire pour le futur, le devoir environnemental collectif au collégial, la planète s'invite à l'université, ils ont formé une grande coalition, la coalition étudiante pour un avenir écologique, une transformation en fait écologique et sociale. Alors, et ils ont un manifeste et l'une de leurs premières revendications, c'est la mise en œuvre d'une stratégie québécoise d'éducation en matière d'environnement et d'éco-citoyenneté. Alors, ils sont demandeurs que nos instances de décision en éducation favorisent l'intégration de cette dimension essentielle de l'éducation à l'école. Et on pourra peut-être se reparler de cette stratégie québécoise d'éducation en matière d'environnement et d'éco-citoyenneté. Absolument. Qui est en ligne d'ailleurs, qu'on peut retrouver. Oui, et j'en profite aussi. Je vous remercie pour la grande générosité. Le Bureau des diplômés a publié une liste d'ouvrages que vous nous avez remis là pour les gens que ça pourrait intéresser, alors qui soutiennent un peu les propos et les échanges que nous avons aujourd'hui. Alors, je vous remercie pour cette grande générosité-là de nous avoir fourni cette bibliographie. J'enchaîne dans peut-être un autre registre, c'est-à-dire, pas un autre registre, mais l'UQAM a été pionnière en matière de recherche et de formation en éducation relative à l'environnement. Peut-être nous parler un peu de cette trajectoire de l'UQAM là, à cet effet. Je pense que c'est très intéressant. Mais oui, c'est formidable ce qu'on est parvenu quand même à construire en termes d'infrastructure d'un champ de recherche et de formation.
En fait, à l'UQAM, on a eu depuis le début des années 90 un engagement majeur et toujours en collaboration avec les partenaires du milieu justement de la société éducative. Donc, chacun des développements qu'on a pu faire était aussi lié à l'expertise de nos partenaires. Donc, oui, pour l'instant, si je parle des structures qu'on a au terme de toutes ces années où il y a eu des structures aussi, mais actuellement, on a un centre de recherche en éducation et formation relative à l'environnement et à l'éco-citoyenneté qui évidemment dynamise des recherches dans les différents milieux formels, non formels, informels. Alors, et c'est un centre de recherche en partenariat. Et dans le site du centre de recherche, il y a un espace ressources, dont effectivement un espace pédagogique où on va retrouver différentes trousses et on va retrouver aussi une liste des principaux acteurs. On a développé une revue de recherche en éducation relative à l'environnement. La première et la seule revue de recherche francophone en éducation à l'environnement. Existait des revues de recherche en anglais, bien entendu, en espagnol, en portugais, mais en français, quoi. La recherche se vit, se pense en français aussi. Alors, c'est important de pouvoir parler de son rapport à l'environnement dans sa langue hein, et d'accueillir, bien entendu, la diversité culturelle, mais où on échange sur une plateforme en français. C'est pas si fréquent. Alors, donc. Et pourtant, en 2021, ça devrait être tout à fait naturel, mais bon. Absolument. Et bien, on a un programme de formation de deuxième cycle en éducation à l'environnement, un programme court, hein, sur une année en soirée, qui accueille depuis presque 25 ans des étudiants de partout. Et on a accueilli des personnes fabuleuses qui ont développé dans le cadre du programme même et par après également des projets extrêmement inspirants. Et puis, voilà, donc on offre de la formation aussi au premier cycle, de formation en éducation plein air. Alors, oui, le rapport à la nature, on n'en a pas beaucoup parlé, mais il y a vraiment une volonté de développer tout ça. Alors, oui, et on s'intéresse disons, à stimuler la recherche de terrain avec les acteurs de terrain. C'est pour ça qu'on a des partenaires de très longue date, comme la CSQ, par exemple. Le milieu syndical s'est beaucoup engagé hein, en éducation à l'environnement. À défaut, évidemment, que le ministère de l'Éducation s'en préoccupe, parce que le ministère de l'Environnement, si on a le temps, on parlera de cette histoire-là, mais n'a pas vraiment considéré l'importance de l'éducation à l'environnement. Donc, ça s'est développé par la marge du système scolaire, donc via le syndicat, via les ONG, les écoquartiers. Donc, oui, on a des partenaires formidables. Et je vois dans la liste de discussions qui s'allongent sur notre écran des collaborateurs précieux là, je suis contente et je les salue. Je suis contente de les voir à l'écran, écrire à l'écran et les saluer. Oui, on apprécie toujours les commentaires et les questions de nos participants. C'est toujours apprécié. Alors, si on regarde en avant, on se dit, bon, ben, ce serait quoi les pistes de développement de l'éducation relative à l'environnement au Québec? Là? Quand on regarde en avant, là, on fait quoi? Oh oui. D'abord, fort heureusement, on est de plus en plus nombreux maintenant à s'en préoccuper, donc la force de ce collectif. Mais je pense que toutes les pistes, on les retrouve dans le document qui s'intitule Stratégie québécoise d'éducation relative en matière d'environnement et d'éco-citoyenneté, qui est sur le site du Centraire et qu'on aura mis d'ailleurs comme ressource complémentaire à cet échange.
Alors, il y a des pistes de développement, bien sûr, en ce qui concerne le milieu scolaire, l'enrichissement des curriculums en termes d'ouverture. Il ne s'agit pas d'une réforme, on n'attend pas une réforme du curriculum, mais mettre en évidence ce qu'il y a déjà dans le curriculum. Ça serait déjà formidable, autant dans les champs disciplinaires que surtout dans toute la transversalité. La formation des enseignants. Malheureusement, très, très rare. Bon, tout récemment, on est parvenu à offrir un cours de formation aux futurs enseignants du baccalauréat à l'UQAM, mais c'est un cours optionnel. Donc, il va falloir qu'on intègre cette formation-là, encore là, de façon transversale, par exemple, en philosophie de l'éducation, en sociologie de l'éducation, en didactique générale, mais qu'on ait une formation aussi en didactique de la transversalité. Alors, voilà, donc, dans le milieu scolaire, puis il y a aussi tout le vécu à l'école qui est extrêmement important. Donc, des projets justement de l'établissement pour qu'il y ait une transversalité également, pas seulement dans l'enseignement des matières, mais dans tout le vécu, la cafétéria, le parascolaire, la façon, les valeurs qu'on véhicule, la façon de vivre ensemble. Parce que l'éducation relative à l'environnement, c'est beaucoup là, apprendre à vivre ici ensemble. Donc, on tient compte aussi du ici, d'accord? Donc, on est des êtres contextualisés, là, incarnés, voilà. Donc, alors, ça, à l'école et dans le milieu non formel, ben, évidemment, il faut reconnaître les initiatives absolument fabuleuses des acteurs du milieu non formel en périphérie du monde scolaire, mais qui peuvent intervenir avec tellement de pertinence et de ressources, donc, et qui jusqu'ici, malheureusement, n'ont pas bénéficié d'un support adéquat. Ils ont été infiniment courageux et créateurs pour pouvoir déployer tout ce qu'ils ont offert comme matériel, ressources, offres d'accompagnement. Donc, oui, et il faut reconnaître et soutenir mieux. Il faut favoriser le rapport entre l'école, le milieu formel et ce milieu non formel. Mais je pense qu'il va falloir oui, reconnaître tout ce que les milieux sont parvenus à faire, les demandes du milieu également, mais il va falloir que nos instances politiques s'en occupent aussi, là. Il va falloir qu'ils prennent une responsabilité formelle à cet égard. Le ministère de l'Éducation ne s'est jamais engagé. Là, on commence à envisager un petit thème d'éco-citoyenneté dans le cours, dans l'un des cours en éthique. Alors, c'est extrêmement frileux, là. Hein? Donc, c'est trop peu. Alors, il va falloir qu'on l'intègre. Le ministère de l'Environnement, vous savez, a été un acteur clé de l'éducation à l'environnement au Québec. Au début des années 80, là, dès 79, avec la création du ministère de l'Environnement au Québec, tout de suite, on a créé un service d'éducation relative à l'environnement et qui était vraiment d'une pertinence incroyable, qui travaillait, qui ne voulait pas empiéter là, sur le ministère de l'Éducation, mais qui travaillait avec le milieu scolaire, qui faisait de la formation, qui offrait des ressources, qui créait des liens entre les différents acteurs. Et ça a duré jusqu'au milieu des années 95. Et puis, dans les années 90, à l'initiative justement de ce service d'éducation à l'environnement au ministère de l'Environnement, bien, on a mis en place un comité interministériel d'éducation relative à l'environnement qui regroupait le ministère de l'Éducation, qui frileusement quand même s'y était engagé, le ministère des Ressources naturelles, qui a toujours un beau service d'éducation, et le ministère de l'Agriculture. En fait, il y avait quelques ministères qui étaient intégrés. C'est un comité interministériel qui a duré 5 ans à peu près, pas longtemps. Est arrivée l'injonction du développement durable, puis là, on a trouvé que, bon, on avait assez fait de dessins sur la nature parce qu'on n'avait absolument rien compris de ce qu'était l'éducation relative à l'environnement. Et on a sabordé ce comité interministériel. Et depuis, il n'y a jamais eu là, de prise en charge de cette réalité-là, de cette dimension
essentiel de l'éducation fondamentale, qui est le rapport au monde vivant, d'accord? Nous tous dans le monde vivant. Alors, il y a un travail politique à faire de ce côté-là, qui a déjà été amorcé avec un bon accueil. L'accueil est là. Je ne sais pas ce qui manque pour qu'il y ait un déclic. Ben, moi, je pense, en fait, je me permets encore une fois, c'est ma soirée d'opinion. Effectivement, on aurait tous intérêt à ce qu'il y ait une approche plus diversifiée, qui touche plusieurs ministères et tout ça, une approche concertée. Effectivement, c'est parfois de grosses machines à faire bouger. Maintenant, il y a aussi une place, moi je retiens beaucoup là l'aspect de la transversalité dans laquelle chaque milieu, chaque école a la capacité et la possibilité d'intégrer cette teinte de culture relative ou d'éducation relative à l'environnement dans chacune de leurs actions qui vient teinter un peu là. Moi, je pense beaucoup au projet éducatif et au plan d'engagement vers la réussite que chaque centre de service scolaire peut avoir dans la province. Ben, quand on est capable de donner la teinte transversale de l'éducation relative à l'environnement, ben, c'est une pression qui va émerger de la base et qui va avoir son influence assurément. Alors, je retiens beaucoup cette piste-là. Et dans le fond, ça élargit la palette d'autonomie de l'enseignant. Parce qu'on sait à quel point les enseignants actuellement sont infiniment courageux d'effectuer leur travail, d'assumer leur mission dans le contexte actuel, et particulièrement cette année, mais aussi avec toutes les contraintes des programmes, de l'évaluation, de la forme scolaire et tout ça. Donc, je pense que l'éducation relative à l'environnement est de nature aussi à donner de l'air, à faire respirer mieux le monde scolaire et élargir la palette d'autonomie qui est si précieuse et on le comprend pour les enseignants. Donc oui, la transversalité. Oui, absolument. Écoutez, premièrement, je veux vous remercier, Madame Sauvé, d'avoir partagé avec nous. Là, encore une fois, c'est avec une grande générosité là, que vous l'avez fait, de nous permettre d'accéder à votre grande expertise dans le sujet. Moi, à toutes les fois, j'apprends. Alors, c'est extraordinaire. Quel plaisir, quel privilège. Peut-être un petit mot de la fin. Je vous laisse un petit mot de la fin avant de conclure. Vous voulez qu'on retienne, ben, vous nous l'avez dit un peu, là, mais vous voulez qu'on retienne quoi de tout ça là, en quelques mots rapidement? Mais je pense que à reconnaître tous les acteurs engagés dans le domaine, je pense qu'on va retenir le mot ensemble. Plus que jamais, je pense qu'il faut travailler collectivement. D'abord, célébrer les réalisations courageuses qui ont été déployées jusqu'ici. Moi, je travaille en recherche. Puis en recherche, on a souvent des objectifs de description, de caractérisation, de critique, mais il y a aussi la mission de célébration de la recherche. Alors, moi, j'aimerais qu'on reconnaisse toute la vitalité et la créativité, la pertinence, l'engagement du milieu des acteurs de l'éducation relative à l'environnement au Québec et aussi chez les étudiants, les mouvements étudiants. Cette force-là, elle est là, elle s'est construite. Je pense que ce qui manque, c'est le déclic politique, d'accord? Pour dégager l'école de son carcan. En ce moment, l'éducation à l'environnement travaille à contre-culture scolaire. Je pense que pourquoi est-ce qu'on n'ouvrirait pas l'espace, on n'élargirait pas l'espace de liberté pédagogique. Et on a fait une recherche plus récemment sur la contribution de l'éducation à l'environnement à la politique, à la réussite éducative. On va la mettre en ligne d'ici le printemps et on voit là, à travers les centaines de recherches publiées depuis des années, à quel point l'éducation relative à l'environnement contribue à la réussite éducative quand on la laisse se déployer.
Ben, on va retenir ça, puis effectivement, c'est une combinaison de facteurs qui vont faire que qu'on pourra crier réussite. Il y a des prises de décision et il y a aussi l'influence, je le rappelle, l'influence de la base qui va être très, très important. Pour moi, ça devient un incontournable dans les prochaines années. Euh, c'est assuré. On va sortir de la pandémie et après ça, ça va redevenir le sujet de l'ère absolument. Alors, et tant mieux, et tant mieux. Alors, Alors, relancer l'éducation. oui, c'est ça. Alors, un immense merci pour cette rencontre. C'est du pur bonheur. Et j'en profite à nos fidèles auditeurs, je vais dire ça comme ça. Alors, ça conclut la première série de webinaires Parlons d'éducation, à l'initiative, bien évidemment, du Bureau des diplômés de l'UQAM. Alors, je vous invite à rester à l'affût du site web du Bureau des diplômés de l'UQAM, car il y aura probablement une suite à ces webinaires et du moins on le souhaite bien. Alors, restez à l'affût. On aura assurément des nouvelles à vous donner dans les prochaines semaines sur la poursuite de ce beau projet qui est Parlons d'éducation. C'est passionnant. Alors, encore une fois, Mme Sauvé, un immense merci pour cette rencontre. Et au plaisir de vous retrouver dans différents projets, différents sujets. C'est trop passionnant. Merci beaucoup. Merci à vous.